Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Bienvenue Axel, bienvenue Romain. Merci d'être avec moi encore. Les deux experts football sont toujours là. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, on va décrypter le week-end assez fou qu'on a vécu dans le monde du football. Assez fou, en tout cas, un match en particulier qui était dingue. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la Première Ligue, le championnat aimé de tous, et aimé par le Frisson Sport Club, avec une petite douceur, samedi 13h, Emirates Stadium. Arsenal recevait Tottenham, son pire ennemi, dans un match de haut de tableau, puisque les deux étaient sur le podium, ce qui n'était pas arrivé. C'est la première fois dans l'histoire de la Première Ligue qu'Arsenal et Tottenham s'affrontaient lorsqu'ils étaient sur le podium. C'est assez dingue. Ah, c'est fou. Arsenal leader qui accueille le troisième du championnat. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de ce match? On rappelle, Arsenal a gagné 3-1 avec une certaine maîtrise sur le match de manière générale. Axel, si tu veux commencer, qu'est-ce que tu as pensé du match en général? Pas de souci, je pense que le mot maîtrise, il est un peu mal exprimé parce que c'était vraiment une déculottée totale. On n'a pas vu Tottenham toucher 3 ballons d'affilée. C'était assez inconvenu. Je pensais que Tottenham allait essayer d'un peu plus jouer. Bon, on sait que Conte déteste toucher trop de ballons avec son équipe. Donc, dès qu'ils ont la balle, c'est tu balances sur Kane et tu vois après. Mais voilà, je pensais que face à Arsenal, ils allaient essayer de mettre un peu plus le pied sur la balle, essayer de confisquer le ballon aux Gunners parce que c'est une équipe qui joue de mieux en mieux au football. Arteta commence un peu à mettre sa patte, on va dire, guardiolesque sur l'équipe. Donc là, je pensais qu'ils allaient essayer de confisquer le ballon et puis pas du tout. Ils ont laissé jouer Arsenal jouer. Bon, Thomas Partey, il a mis ça, la nouvelle frappe sur FIFA, la frappe en force. Elle est pas mal, ça frappe, ouais. Il a enlevé la toile d'araignée. Et puis voilà, après, voilà, très grosse maîtrise d'Arsenal et Tottenham qui passait vraiment totalement à côté de son rendez-vous et ça fait peur pour la suite. Moi, il y a eu une première demi-heure, Romain, je ne sais pas si tu es d'accord, où Tottenham a eu 2-3 contres peut-être mal gérés. Il y a cette égalisation avec un tacle de Gabriel exceptionnel, l'abrutisme total. Et peut-être le carton rouge qui a totalement fait abandonner Tottenham. Mais est-ce que tu as trouvé Arsenal excellent? Est-ce que tu as trouvé qu'ils ont fait un très bon match, une maîtrise totale? Ouais, moi c'est vrai que j'ai une lecture un peu différente. Enfin, je trouve que Axel est un petit peu sévère quand même avec Tottenham. Sur les premières minutes, pour le coup, Arsenal était vraiment a super bien commencé son match, je trouve, sur les 10 premières minutes. Ils les ont clairement étouffés. On savait que ça allait se passer comme ça, mais voilà, ils jouaient très haut. C'était clairement un statut qui était assumé, mais en prenant effectivement certains risques qui leur ont valu beaucoup de situations de contre qui ont été gâchées, que ce soit par Richarlison et surtout par Son, que j'ai trouvé assez maladroit dans les transmissions sur les contre-attaques dans le match. Maintenant, c'est vrai qu'ils se sont remis à défendre après très très bas, et c'est ça qui leur vaut le premier but, parce que vraiment tous les joueurs défendent dans la surface, et Partey a quand même vraiment le champ libre pour envoyer pour le coup une super frappe. Maintenant, ils sont quand même bien répondus, je trouve, après l'ouverture du score. Alors déjà, il y a eu effectivement ce penalty, là où pour le coup Gabriel fait vraiment une erreur. Mais en fin de première mi-temps, on sentait qu'ils allaient aborder peut-être le début de seconde période avec plus de confiance et peut-être un statut vraiment d'égal à égal. Et pour le coup, là, le rouge d'Emerson les a complètement sortis du match. Déjà, Jésus à 100%, coup sur coup. Jésus marque, plus carton rouge après. Ouais, exactement. Ça les a complètement sortis du match, surtout sur une erreur de Loris. Et puis là, après carton rouge pour le coup. Mais le rouge, non, mais franchement, Emerson, mais quel abruti. Et pour le coup, là, je suis en train de lire, c'était à 70 mètres de son but. Je pensais même que c'était dans la surface. Non, c'est ça, quasiment. Dans le camp adverse, mais c'était dans le camp de Tottenham. Ouais. Enfin, dans le camp d'Arsenal. Dans le camp d'Arsenal. Mais l'après-carton rouge ensuite est catastrophique, que ce soit chacun marque direct après. Et puis même le message qu'envoie Conte avec ses changements, même s'il a personne sur le banc, je trouve que sortir ses attaquants, que ce soit Richarlison ou Son, c'est juste incompréhensible par rapport aux joueurs qu'il a fait rentrer. Et donc ça a permis effectivement à Arsenal de s'imposer. Ça n'aura pas été un match non plus ultra simple. On va dire qu'il a été rendu simple par les erreurs de Tottenham. Mais au final, c'est une victoire de patron et qui est assez rassurante pour la suite. Du coup, Arsenal, toujours premier. Bon, il n'y a que 8 journées. Et bon, on parlera d'une autre équipe de Première Ligue qui n'est pas mauvaise. Mais oui, on peut le dire peut-être que avec la défaite qu'ils avaient eue contre Manchester United, on pouvait avoir un doute de cette équipe un peu fantasque qui joue bien au foot face au gros. En tout cas, face à Tottenham, c'est passé. Un match de patron.
Et ils battent quand même le 3e, parce que bon, Tottenham, on peut critiquer, c'est vrai que même en Ligue des Champions face au Sporting, c'était pas glorieux. Ils sont toujours 3e du classement pour l'instant. Je vous propose du coup qu'on parte directement face au gros rival d'Arsenal cette saison. Je pense, on verra si c'est un si c'est un duel à 2. Fulham, du coup. Fulham, alors Fulham qui est 8e, c'est pas mal. Mais non, malheureusement, on va pas parler de Fulham. On va parler d'un autre derby qui a eu lieu hier, au moment où on se parle, dimanche. Manchester City recevait Manchester United dans un match au sommet. Manchester United qui était sur une très bonne série et qui malheureusement, à cause du décès de la reine, bon, on lui en veut pas bien sûr, elle n'a pas fait exprès, et de la trêve, de cette magnifique trêve internationale qui nous a pondu des Estonie-Lituanie, c'était génial. Manu n'avait plus joué depuis quasiment un mois et est resté sur plusieurs victoires consécutives. Et de l'autre côté, City arrive en grand patron chez eux. Romain, j'ai envie de te lancer là-dessus parce qu'on a vu le match ensemble et on était sur le cul. Hein. La première mi-temps de City, je pense que ça faisait très longtemps. Ouais. Après, bon, Manchester United n'est pas la plus grande équipe du monde, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Ouais, complètement. Non, c'est pour ça que parfois, quand on voit des déculottés, on parle d'une équipe en face qui peut être complètement hors des débats. Mais bon, évidemment, à 4-0, on sait qu'ils n'ont pas fait une grande mi-temps quand ils perdent 4-0 à la mi-temps. Mais là, franchement, ça paraissait tellement injouable. Donc, c'est limite difficile d'en vouloir aux joueurs de Manchester United sur cette mi-temps, tant City est au-dessus dans tous les compartiments du jeu et il paraît vraiment injouable. Que ce soit, par exemple, le deuxième but d'Haaland, qui est donc le but du 3-0 avec cette passe de De Bruyne. Enfin, Varane peut juste rien faire. Coup sur coup, ça s'enchaîne. Donc, c'était vraiment... mais 3 buts en 10 minutes. Ouais. C'était complètement fou à voir. Après, c'est sûr qu'on peut leur reprocher certaines choses sur les buts. Bon, le 6e but de Manchester City, pour le coup, c'est une séquence de défense que j'ai rarement vue dans ma vie. C'est scandale. Ouais. Parce que les deux... ils sont 6 contre 2, je crois. Foden et Haaland se font le but tous les deux à 2 contre 5 ou 6. 5 ou 6 ouais. Et tu as les 3 qui suivent comme des débiles et Foden qui s'écarte et qui met triplé. Mais, et autrement aussi, sur le corner... forcément, quand tu mets Eriksen au marquage sur Haaland qui fait 25 cm de plus que lui, c'est quand même compliqué. Et 30 kilos peut-être. Le seul qui faisait la taille pour le marquer, c'était Varane, qui était à ce moment-là en touche quand il s'est fait une petite frayeur, qui lui a d'ailleurs valu de sortir il s'est vite dit je me casse d'ici. Ouais. il pouvait recourir après l'action, mais bon, on verra. 4-0, il a dit bon, je m'arrête et il a envoyé le flambeau à Lindelof. Mais bon, après, on peut quand même noter un petit sursaut d'orgueil à la fin avec un doublé de Martial qui aurait dû rentrer plus tôt quand on voit les matchs de Lingard, de Sancho et Rashford. Mais Manu qui gagne 3-2 la deuxième mi-temps. Manu qui gagne 3-2 la deuxième mi-temps. Donc, les seuls bons points qu'on peut retenir, même Anthony, en dehors de son but exceptionnel, n'a pas été fou. Mais pour le coup, j'ai trouvé Sancho vraiment mauvais. Rashford aussi, mais c'est vrai que les deux, c'était... malheureusement, quand une équipe comme ça qui maîtrise aussi bien son sujet, il faut prendre des risques. Et puis Sancho, c'était plutôt, au final, je tente une passe en retrait, etc. Et ça, c'est vrai qu'on peut dire à Anthony qu'il a tenté et son but est magnifique, mais on peut regretter que Martial ne soit pas rentré plus tôt. Axel, j'ai envie de te lancer sur le fait que quand tu vois la qualité des buts, parce que bon, c'est vrai que Manchester United pourrait mieux défendre, mais quand tu vois la qualité de ses buts, comment on arrête Foden, Haaland, De Bruyne? Alors déjà, il faudrait plus arrêter De Bruyne. La solution. Ah ouais, moi j'ai la solution. Du coup, Eric, s'il te plaît, tu me laisses la place. Mais non, mais déjà, pour moi, il faut stopper De Bruyne avant tout. Parce que c'est lui le dépositaire du jeu, un peu la plaque tournante de City, où Haaland est juste phénoménal. Mais si jamais tu lui coupes les ballons, il ne pourra pas forcément faire grand-chose, à part camper dans la surface de réparation. C'est pas le genre de joueur à aller chercher lui-même ses ballons et se créer des actions. Du coup, moi, je pense qu'il faut d'abord couper De Bruyne, mais après, couper le meilleur milieu de terrain du monde, c'est ça. Surtout c'est facile à dire, mais s'il est coupé, t'as Bernardo, t'as Foden, t'as Grealish qui a pas fait un mauvais match en plus. Hein. Non, mais c'est vrai. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Casemiro reste sur le banc. C'est ça que j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est un joueur qui est peut-être le meilleur 6 au monde en termes de récupération de ballon. Non, mais dans un match comme ça, il est gentil 5 minutes. Je suis assez d'accord que c'est compliqué. Ouais, t'aurais mis McTominay et Casemiro pour commencer?
Les deux? Bah, limite Casemiro en 6 et jouer à 3 au milieu de terrain pour vraiment genre, encercler et être Ouais, en ouais. 1 contre 1 face au milieu Oui. à 3. Non, mais c'est Tu peux surtout pas rester c'est en impossible. 2 contre 3, sachant que Bruno, il fait les retours défensifs tous les 16 du mois, et que bah, ils sont 2 contre 3, et en plus les deux, c'est Ouais. McTominay. Enfin, il y a McTominay dans les deux, Oui, du coup puis c'est plus Eriksen, du 1 contre 2. c'est. Et Eriksen, Mais Eriksen a un rôle intéressant quand avec même tout le respect, dans. hein. Ah oui, non, mais il a un très bon rôle en Ouais, mais phase offensive. faut lui mettre Les phases Casemiro défensives, et bah quelqu'un déjà, d'autre, je suis d'accord. Casemiro et Eriksen, si tu joues à 2, c'est déjà plus logique. Mais bon, l'entrée de Mais bon, moi Casemiro, effectivement, on sent qu'il n'a pas encore quand même pris ses marques dans l'équipe. On l'a pas vu. Enfin, si, on l'a vu se faire détruire par Grealish Il y a le temps il y a d'une le petit action. crochet de Grealish, ouais, où il finit sur le cul, Mm. ouais, pas mal Donc, ça. dans la continuité de son premier match, qui était pour le coup très mauvais avec Manchester United. Oui, Mais, si jamais tu t'arrêtes sur un seul match aussi, enfin, tu recrutes le ah, meilleur, mais bien le meilleur sûr, 6 bien au sûr, mais monde c'est pour à ça que c'est un 80 joueur qui millions doit d'euros. prendre du Il joue rythme jamais. et prendre confiance. C'est effectivement assez peu compréhensible de le voir ne pas démarrer quand on sait que c'est le meilleur 6 du monde avec, on va dire, avec Rodri par exemple. Avec Marco Verratti, on n'oublie pas. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Enfin bon, je pense quand même que c'est qu'une affaire de temps avant qu'il prenne sa place de titulaire, en tout cas j'espère. Et Ouais, mais là, Axel, pour le coup, c'est vraiment à Paris. est-ce que tu penses que ça sera une affaire de temps aussi pour Ronaldo? Alors Ronaldo n'est même pas rentré dans le match. Par respect pour sa carrière. Alors apparemment, ce serait par respect pour sa carrière. Donc bon, bah merci Martial. Qui est rentré? Attends. Martial, Fred, Shaw, bon, eux, ils n'ont pas une carrière, visiblement. Et c'est Martial qui rentre. Bon, Martial met doublé, donc est-ce que dans le futur, ça donnera des idées à Eric de le mettre? Est-ce que tu penses que c'est une affaire de temps pour Ronaldo? Est-ce que tu penses qu'il est important pour cette équipe? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Déjà, j'ai compris que Casemiro, toi, tu le mettrais direct. Ouais. Je pense comme beaucoup de Bah, gens. Mais, Ronaldo, c'est un peu différent parce que si jamais il était. Parce que je pense que c'est vraiment un problème mental suite à la perte de son enfant. Donc je pense vraiment c'est faut lui laisser le temps. Et oui, il est ultra important, Cristiano Ronaldo. Ça reste l'un des meilleurs joueurs du monde. Bon, actuellement, on ne sait pas trop, vu qu'il n'a pas mis un pied sur le terrain depuis 1515. Ouais, il a joué avec le Portugal. Oui, mais ouais. voilà, t'as compris. Il a un problème de temps de jeu. Mais je pense que c'est plus un problème mental qu'autre chose. C'est quand même compliqué pardon, de perdre un enfant. Donc, t'arrives là, en plus, t'es en fin de carrière, tout le monde. Bon, après, si Tenag le mettait titulaire, je pense pas qu'il refuserait. Parce que là, au final, c'est quand même Non, mais l'entraîneur qui fait. Non, il y a il peut-être aussi refusera pas parce que ça reste il y un professionnel, mais C'est quand il y a même peut-être des l'entraîneur qui courses fait qu'il les fera choix pas, il y de a pas le peut-être des faire jouer. actions qu'il va louper. Peut-être des actions qu'il va louper, tu vois, ça va peut-être peser encore plus sur son moral. Non, mais bien sûr, mais je pense que en fin de compte, c'est quand même Tenag qui fait le choix de pas le faire jouer. Et voilà, ça va venir en tout cas des choix de l'entraîneur pour qu'il puisse retrouver du temps de jeu et de la confiance. Mais est-ce que vous pouvez comprendre une certaine cohérence? Je me mets à la place de Tenag. De se dire, il veut potentiellement sur le long terme mettre un style de jeu à cette équipe et qu'il a pris la position de mettre Rashford en pointe toute la saison, de recruter Anthony pour avoir Anthony et Sancho sur les côtés et d'avoir en doublure un joueur plus proche du style de Rashford qui est Martial, qui peut aller aussi vite, qui peut prendre la profondeur. Est-ce que vous comprenez que ça peut être un choix sportif ou il lui fait juste payer sa non-préparation et son implication peut-être douteuse au début de saison? Non, je pense que c'est sportif. Mais de toute façon, effectivement, ça sortait déjà dans les journaux un peu que Ten Hag voulait en quelque sorte s'en séparer, qu'il comptait pas trop sur lui. Ça, lui-même l'a démenti en arrivant pour Ouais, pas pas forcément créer, voilà, pour pas créer de problèmes et de discorde. Maintenant, Ten Hag, recruter un entraîneur comme ça pour Manchester United, c'est vraiment vouloir dire imposer un projet, un plan de jeu sur le long terme. Et puis Ronaldo qui a 38 ans, qui fait sûrement sa dernière saison à Manchester United et dans un club de très haut niveau. Je comprends l'idée sportive de vouloir aligner un joueur comme Rashford ou comme Martial, qui a encore des années devant lui dans le club plutôt que Ronaldo. Mais autant être clair directement là-dessus, qu'il prépare effectivement l'après et que. Mais bon, après, je ne suis pas d'accord pour le coup avec les gens, par exemple, qui vont dire que c'est pas un joueur qui pourrait s'adapter à un plan de jeu encore aujourd'hui et qui fausserait un peu parce que l'équipe jouerait uniquement pour lui. C'est quand même un joueur capable de s'adapter et ne pas griller en quelque sorte la préparation du plan de jeu que Ten Hag veut mettre en place. Tu es en train de dire qu'il n'a pas l'ego d'un joueur du PSG, par exemple, comme Mbappé ou... Bon, on va éviter de parler de Mbappé à chaque podcast, même si ça va venir très Ça, bientôt. ça va venir, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais non, mais en parlant d'Mbappé, bon, ça n'a pas grand-chose à voir. Un petit dernier mot quand même sur le Jarl, le Viking, Haaland.
les 3 buts sont d'une qualité exceptionnelle. exceptionnelle. Et la passe décisive sur Foden, Et la première est folle. il est sur 2 passes D, mais surtout la première pour Foden, exceptionnelle. On se demandait, on avait fait un podcast, il me semble, Axel, tous les deux, sur les transferts et sur comment Haaland pouvait s'intégrer dans cette équipe. Je pense qu'on a vite compris. Est-ce que vous voyez Haaland continuer comme ça, et surtout, mais où est-ce qu'il peut aller? Il est sur 3 triplés consécutifs à domicile. 3 triplés en 8 matchs. On avait vu les stats, je pense que tout le monde les a vus, où les autres ont mis 200 matchs. C'est inhumain. C'est inhumain. Non, mais c'est sûr qu'on avait des doutes, mais je pense comme beaucoup de personnes, parce que tu sors d'une saison avec Dortmund où c'est vraiment que du contre, et il a un style de jeu qui est aussi basé sur les prises de vitesse. Et là, tu arrives dans une équipe qui surdomine le championnat et qui n'a jamais vraiment joué avec un neuf, avec un pur neuf. Oui, non, mais ça fait quand même 2-3 ans que, tu vois, Guardiola, il a adapté son système. Ouais. Et Jesus, même si c'est un très bon attaquant, il était souvent sur le banc. Il commençait avec Foden en faux neuf. Il joue vraiment sans attaquant. Donc, avoir des doutes, c'était, je pense, légitime. Je pense que c'est pas faute d'avouer qu'il nous a fait mentir. Voilà, c'est un super attaquant. Je ne le voyais pas aussi fort, en toute honnêteté. Il est vraiment en train de prouver que c'est peut-être... c'est le meilleur au monde quasiment déjà. Souvent comparé avec Mbappé, ce que j'allais dire. Oui, on peut plus le comparer à Robert, à Benzema. Comparer à Mbappé pour le fait qu'ils sont jeunes et qui c'est ça, c'est la nouvelle... C'est pas les mêmes joueurs du tout, quoi. Et après, je pense qu'il ne faut pas non plus banaliser ce que fait Mbappé, mais Haaland est en train de prouver à tous que c'est peut-être le futur meilleur joueur du monde. Mais après, ça reste quand même un joueur assez fragile, donc attention. Voire le meilleur déjà actuellement, quoi. Dommage qu'il soit norvégien pour le coup. Il y a quand même Toko Ekambi. Il y a Toko Ekambi, c'est vrai. Ouais, il y a Toko Ekambi quand même dans la course. Mais dommage qu'il soit norvégien, parce que du coup, il va regarder la Coupe du Monde depuis sa télé. Ouais. Ce que va ne pas faire Mbappé, sauf si Deschamps pète un câble. Coupe du Monde que comptait de toute façon boycotter la Norvège. De toute façon, ils ne sont pas qualifiés. Oui, c'est plus simple de dire qu'on boycotte quand on n'est pas qualifié. Moi aussi, d'ailleurs. Vraiment, la Somalie boycotterait la Coupe du Monde. D'ailleurs, j'ai appelé Deschamps hier pour lui dire de ne pas me sélectionner, parce que de toute façon, c'est scandaleux ce qui se passe au Qatar, donc je voulais pas participer à ce scandale. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on termine avec un peu de Ligue 1 quand même, la Ligue des Talents. Ouais. On a tous vu le petit PSG Nice, la reprise, le retour pour le PSG avant le gros match de Ligue des Champions de ce début de saison face à Benfica à Lisbonne. Un match où on a vu pour la première fois Ekitike titulaire, entouré de deux petits joueurs, Messi et Neymar, et du coup Mbappé sur le banc pour le faire reposer. Une petite surprise, pas vraiment une surprise, mais Fabien Ruiz qui débute aussi. On a Bernat qui remplaçait Nuno Mendes, et un petit trio, Ramos, Marquinhos, Mukiele. On ne va pas rentrer dans tous les détails du match, mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce match de Paris avant Lisbonne? Je ne veux pas non plus être hyper pessimiste, mais moi, je n'ai pas trouvé le match abouti du tout, que ce soit individuellement et collectivement. Oui, clairement. Pas un très Paris, grand Paris match. gagne 2-1, pardon. Pas un très grand match. Paris qui... Bon, on va pas enlever à Nice qui s'était quand même bien en place sur la première mi-temps. Ouais. C'était assez difficile de se créer des situations. Maintenant, aussi peu, c'est quand même dommage. Au final, les seules occasions en première mi-temps, ça aurait été les coups francs de Messi, dont celui qui est rentré, qui était absolument magnifique. Cette égalisation de Nice dès le début de la seconde mi-temps, il me semble 48 ou 49e minute, qui fait vraiment mal dans le sens où il y a une erreur des trois centraux, que ce soit Marquinhos, Ramos ou Mukiele, et même Hakimi derrière. D'ailleurs, j'enlève Ramos, c'est plutôt Marquinhos, Mukiele et Hakimi qui sont fautifs sur ce but-là. Et puis, pas tant de... Pas une grosse révolte. Hein. Pas une grosse révolte. Alors après, il y a certains joueurs qu'on peut acclamer, je trouve, qui ont fait des matchs que j'ai trouvé plutôt bons. Au final, malgré l'erreur, j'ai été plutôt rassuré par le match de Mukiele par rapport à ses derniers matchs que j'avais moins aimés. Et sinon, c'est vrai que c'est assez contrasté. Vitinha qui faisait pas un super match jusque-là et qui au final trouve la passe vraiment de génie qui nous offre ce deuxième but, parce que pour le coup, celui-là, il est vraiment pour lui.
Mais c'est vrai qu'Ekitike, par contre, c'était bon. On savait que ce serait compliqué pour lui. Il avait très peu de ses jambes rythme. tremblaient. Hein. Ouais, mais il avait joué 5 minutes, grandes cannes, là. 5 minutes tous les 3 matchs. Donc c'est sûr que c'est compliqué d'arriver dans un match comme ça. Le fait qu'Mbappé rentre et marque en le remplaçant, ça va pas non plus le réconforter. Mais sinon, pour moi, l'homme du match, c'est clairement Lionel Messi pour ce match-là qui a été exceptionnel, d'une justesse folle. Pas à l'image malheureusement de Neymar qui a peut-être lui fait un de ses moins bons matchs. Bon, au final, c'est pas un match catastrophique vu qu'il ne sort que des matchs de dingue depuis le début de la saison. Mais c'est à souligner et le match de Messi nous confirme vraiment qu'il est dans une saison complètement différente que celle de l'année dernière. The GOAT is back. Axel, peut-être sur l'attaque déjà du PSG. On sait que toi en plus t'aimes bien les petits jeunes, t'aimes bien quand ils ont du temps de jeu. Quand ils ont du temps de jeu, tu t'aimes bien les voir. Et Ekitike, comme je l'ai dit, les jambes qui tremblent. On va peut-être pas tirer des conclusions de dingue, mais compliqué comme match. Ouais, compliqué. Je pense on va dire qu'il passe de Reims au PSG, donc c'est pas encore une fois, c'est pas du tout le même style de jeu. Là, on lui demande de jouer très technique comme une touche. C'est pas forcément ce qu'il a su faire ou ce qu'il a pu faire. Voilà, il avait un peu des problèmes à se placer, même si Neymar et Messi essayaient de le placer. Un peu comme le frein Mbappé, je pense. Enfin, dans le même placement qu'Mbappé, là, il n'a pas réussi à santé sur des phases de transition. Il était vraiment perdu, le pauvre. Ça n'a plus vraiment aller. Donc, ça change. Hein. Quand tu passes de Reims, c'est que tu joues en contre-attaque. Et là, quand tu as une phase de transition avec 17 défenseurs devant toi, c'est pas évident. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus tirer de conclusion sur Ekitike. C'est pas un bon match, c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'il aura du temps de jeu cette saison qui ira à son avantage. Et quand tu vois qu'à côté avec la Coupe Messi, de France qui arrive, par exemple, il va avoir des gros temps de jeu aussi. Oui, parce que on a besoin de lui face à QVI rouillant. Ouais. Mais ouais, par exemple, Mbappé est phénoménal. Peut-être son meilleur match sous le maillot du PSG. Et un très 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 beau match comme on a. Mbappé, t'as dit? Non, Messi. Ah oui, ok, parce que j'ai compris Mbappé. Oui, moi aussi. Je pense à Messi. Ouais, Messi, the GOAT is back. Hein. Bim Bap, il est bon, mais on sent vraiment que sa rentrée, elle a fait une grosse différence. Et il a mis son but, il était content, ils ont tous cru derrière ses petites fesses métisses. Et puis voilà, ça fait 2-1. Encourageant, je sais pas, pour mercredi, mais pas vraiment. Et pas forcément très pénalisant parce que c'était un peu l'équipe 2 qui avait, t'avais pas Verratti, t'avais un Vitinha qui... Oui, et ça s'est ressenti pour le coup, ça c'est vrai que Verratti et Nuno, parce que ça se ressent quand même. Bernat déjà qui peut pas éliminer en 1 contre 1 tout simplement comparé à Nuno qui a fait du bien quand il est rentré. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec Fabien Ruiz quand même. La comparaison avec Verratti est évidente, quoi. Évidemment. Non, mais c'est sûr que Verratti, c'est un fil de boule à côté. On est un peu tombé sur un derrière à gaucher, quoi. Voilà. Je trouve pas mais il apporte une certaine qualité physique que n'a pas le PSG ou que peut avoir avec un Danilo Pereira. Donc je pense qu'il faut aussi lui laisser du temps. Parce que passer d'un milieu à 3 à un milieu à 2, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais je pense qu'il faut laisser du temps. C'est pas encore un match exceptionnel, mais ça rentre petit à petit dans ce que veut Galtier, je pense. En tout cas, lui a du temps de jeu. Pour le coup, il le fait jouer pas mal au lieu de mettre un Danilo ou un Carlos. Quand Verratti est blessé ou que Vitinha doit se reposer. C'est vrai que Carlos Soler, peut-être dans un profil un peu plus offensif, donc c'est compliqué de le mettre avec Vitinha. On évitera de parler de. Et Renato, du coup, qui rentre et qui se pète direct. Alors apparemment, ce serait vraiment pas grave, donc voilà. Mais bon, Renato, on connaît. Hein. C'est Johan Gourcuff bis, Abou Diaby, qui vous voulez, mais on risque pas de pas beaucoup le voir cette saison. En tout cas, le PSG pas très rassurant avant Benfica. On regardera le match de Benfica avec attention parce que déjà il va être très important au niveau comptable, mais surtout ça sera peut-être le premier gros test de la saison. Avant le Classico qui aura lieu aussi dans 2 semaines. Peut-être un match au soir aussi à Turin qui sera pas simple, mais en tout cas avant la Coupe du Monde c'est peut-être le test. Donc on attendra ce match avec impatience. Sachant que Benfica vient de faire match nul 0-0 face à un Brest portugais à peu près. Donc ils sont pas forcément dans la meilleure des passes. Et on le savait, comme le Frisson Sport Club suit évidemment le championnat portugais bien au sûr pied de la lettre. Oui, et estonien aussi. Mais bon, on va peut-être pas faire un podcast. Donc Paris, 25 points,
qui a des poursuivants quand même. Hein. Il y a 3 Oui. équipes qui les suivent à la trace. Lens 21 points, 4e. Lorient 22 points et Marseille 23 points. Donc Paris a chaud cette année. Paris va-t-il être champion? Telle est la question. La question à 1 euro, 1,50 €. Allez. Mais, pas beaucoup plus. Donc Paris qui est quand même sur 8 victoires et 1 nul en 9 matchs. Même sans jouer exceptionnellement bien depuis un mois, on peut dire que il y a quand même quelques matchs qui sont vraiment pas mauvais. Au début de saison plutôt, je trouvais. Et la seule non-victoire de la saison quand le Frisson Sport Club a décidé de se déplacer au Parc des Princes. Oui, exactement. Axel et moi-même étions au magnifique PSG Monaco qui s'est soldé par un partout. Le 150 € la place. Le chat noir, ouais. 150 € la place, je vous promets que ça fait vraiment mal aux fesses de voir ça. Ouais. C'était vraiment un match nul. Mais voilà, il y a vraiment d'autres surprises qui arrivent dans des stades européens. Je n'en dis pas plus. J'espère qu'on leur portera pas la poisse non plus. Mais bon. Tant que, je dirais pas les noms, mais tant qu'il y a un certain joueur sur le terrain, moi je. Ouais, on spoilera pas. On fera un petit débrief de ce match rapidement. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Très beau week-end de football quand même. Enfin, le football est retour. On rappellera pendant ces 2 semaines. On rappellera que Lens a battu Lyon aussi, par exemple. Donc ça, c'est quand même frisson. Et donc, à Lyon, catastrophique. Hein. Et Lyon, ah oui. On va pas les enterrer, mais on peut dire un petit mot pour Bosch. La porte est grande ouverte pour Peter. Bosch, si tu nous écoutes, si tu étais français, tu serais déjà parti depuis longtemps. Tu as la chance de ne pas être français. Donc, Auf Wiedersehen, Peter. Auf Wiedersehen, colonel. Et puis quoi d'autre? Liverpool aussi, sur un petit dernier mot. Ah oui, match incroyable. Liverpool 3-3 contre Brighton. Brighton qui fait une saison pour l'instant de dingue. Ouais. Et Liverpool. Et en tout cas, j'aime bien tomber sur cet homme, mais c'est vrai que Trent Alexander-Arnold vous a fait preuve d'une qualité défensive inimaginable. Lui et Van Dijk, c'est Olivier Tom. Ah ouais, non, mais faut savoir mettre les points sur les à un moment. Alexander-Arnold, à part se défendre sur les réseaux sociaux, il fait aucun repli défensif. Et Van Dijk, le jour où il décidera de défendre en avançant, il y aura peut-être un 3e soleil. Et il me semble que Klopp l'a dit en conférence de presse qu'il trouvait que sa défense a manqué un peu de confiance. Je pense que c'est bien vu. Merci Jürgen. Je sais pas, mais la pelouse est verte. Prendre 3 buts à domicile par Brighton, même s'ils font une bonne saison, je pense que c'est pas le top. Ah non, mais c'est affolant à quel point on surestime Van Dijk. Bon, un petit peu de respect, s'il vous plaît, je vous prie. Non, je te le dis aujourd'hui, je te le dirai en face. Il s'est fait une carrière sur une saison et demie quand même. Oui, d'accord. Il s'est fait une carrière sur rien du tout. J'ai pas dit sur rien du tout. La stat, c'est je suis le défenseur qui m'ait jamais fait dribbler. En même temps, en défense, ça serait pas mal. Tu laisses Matip aller au charbon et lui, il récupère avec un petit coup de physique. Ce qui est sûr, c'est qu'entre 2018 et 2020, on peut dire bon, mais sinon, c'est vrai que. Mais vous vous rendez compte qu'il a été dans les débats pour le Ballon d'Or. On a comparé un Messi, etc., à un Virgil van Dijk. On s'éloigne et surtout la mauvaise foi est vraiment sortie pour un des membres. Donc, Non, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'a pas posé des classiques pendant 10 ans, quoi. Ça, on peut le dire. Mais comme beaucoup d'autres joueurs. Comme beaucoup d'autres joueurs, mais on parle de Van Dijk qui est considéré dans l'esprit des gens comme un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Première Ligue, par exemple. Oui, c'est sûr qu'après, sur 3 saisons, c'est quand même... Et Trent aussi qui est dans les débats en tant que meilleur latéral du monde. Super. Oui, il mérite de l'avoir été en tout cas. Il mérite de l'avoir été, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais franchement, limite le mettre milieu de terrain, quoi. Non, mais c'est vrai. Franchement, je pense que ça sera mieux à la place de Elliott. Je pense que déjà, il peut énormément apporter au milieu de terrain. Quand tu vois Henderson et Milner, leur rendement aujourd'hui, moi, je trouve ça affolant. Oui, Henderson, c'est très dur. Mais Milner aussi, hein. Franchement, mec, c'est un. Milner, il a 106 ans, le pauvre. Et Elliott, il a 12 ans, quoi. Donc, moi, franchement, Arnold de milieu de terrain, bon, c'est vrai qu'on s'écarte un peu, mais. À voir. On enverra un mail à Jürgen. Jürgen, ouais. Franchement. Bon, peut-être qu'il connaît pas bien le football, mais ouais. On dit pas que des conneries, Jürgen. Hein. Donc, bon. Écoute-nous. Ça peut être intéressant. Écoute-nous. Écoutez, messieurs, on va se retrouver très rapidement, je pense, cette semaine pour débriefer Benfica PSG. Et on se retrouve aussi pour d'autres podcasts, peut-être tennis. Il faudrait que ça vienne là. Et évidemment football, parce que le football c'est la vie, le football c'est le frisson. Et surtout la Coupe du Monde arrive. Et la Coupe du Monde arrive aussi, donc que du bonheur. Merci beaucoup messieurs, je vous souhaite une excellente journée. Merci bien.